de la rentrée scolaire, parents, corps des enseignants, gouvernement, tous sont à pied d'œuvre pour que cela se passe normalement. Raison pour laquelle, mesdames, messieurs, cette émission va se pencher aujourd'hui sur la question de l'accès à l'éducation. Je reçois pour vous sur ce plateau Madame Pascaline Koula. Elle est chef du projet Éducation inclusive EDI chez Handicap International. Alain Kikeni, vous êtes coordinateur opérationnel, toujours chez Handicap International. Et enfin, Martin Loussambila, vous êtes responsable d'une ONG locale, Parousia. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission. Merci. Alors, nous souhaitons aujourd'hui que tous les enfants aillent à l'école. Cela implique que l'éducation a une place de choix dans la société. Selon vous, quel est le rôle de l'éducation dans la vie d'une personne ou dans une société? Honneur aux dames, je commence par Pascaline Koula. Merci beaucoup. Je pense que l'éducation a réellement une place importante dans la vie sociale d'une personne. D'autant plus que pour moi, c'est une clé qui vous ouvre la porte au monde en termes de connaissances, en termes d'opportunités, en termes de relations. Bref, l'éducation vous permet de vous intégrer socialement, mais aussi vous aide à être autonome. Ça vous aide à être autonome, ça c'est votre point de vue. Et vous, vous diriez quoi? Tout en reconnaissant ce que Madame Pascaline vient de dire, effectivement, l'éducation vous permet d'acquérir des connaissances pour la vie, mais aussi vous donne des valeurs humaines et sociétales qui vous fait de la personne humaine différente d'un animal. Je me retourne à vous pour donner un point de vue sur la place de l'éducation dans la société. Oui, comme Madame Pascaline et M. Allé l'ont dit, je crois qu'en dehors de l'acquisition des connaissances, je crois que l'éducation ouvre les portes dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie, parce que l'éducation nous donne des valeurs qui nous permettent bien sûr d'émerger dans la vie, qui nous permettent d'avoir une certaine connaissance. Ces connaissances-là, ce sont les clés des portes que nous devons ouvrir pour l'épanouissement de la vie. À cette veille de la rentrée scolaire, Handicap International, quelles sont les précautions traditionnelles ou les précautions que vous avez déjà prises pour que la rentrée soit normale pour les personnes vivant avec handicap? Je commence par vous, Monsieur Alain Kikeni. La rentrée scolaire est un moment qui intéresse Handicap International au plus haut point. D'abord parce que Handicap travaille aussi dans le secteur de l'éducation et particulièrement avec les enfants en situation de handicap. Handicap International dans son travail, et particulièrement dans ce que nous appelons l'éducation inclusive, favorise, si vous voulez, l'accès à l'éducation aux enfants en situation de handicap. Comme vous le savez, dans notre pays, quand un enfant est en situation de handicap, généralement, les parents les cachent à la maison ou carrément ne lui donnent pas la chance d'aller à l'école. Or, nous savons que l'éducation est un droit pour tous. Donc, même un droit pour ces enfants en situation de handicap. Voilà pourquoi, à la veille de la rentrée scolaire, Handicap International fait tout ce qu'il peut, l'effort qu'il peut, pour que les parents soient sensibilisés sur la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et en ce moment où nous vous parlons, des équipes sont sur terrain pour sensibiliser les parents, pour que ces parents comprennent que l'éducation est un droit pour tous et que les enfants en situation de handicap ont eux aussi ce droit-là. Alors, nous allons revenir sur cette sensibilisation. Je vais prendre Madame Pascaline Koula. Vous êtes chef du projet EDI. Parlez-nous exactement de quoi il est question, l'éducation inclusive. En fait, l'éducation inclusive, c'est un système d'enseignement qui cherche à intégrer les enfants selon leurs spécificités dans l'enseignement ordinaire, dans les écoles ordinaires. Et dans ce type d'enseignement, ce n'est pas l'enfant. Il y a peut-être des profanes qui nous suivent, qui ne savent pas exactement de quoi il est question, école ordinaire, c'est mieux d'expliciter.
En fait, quand je parle des écoles ordinaires, je le fais en parallèle avec les écoles spécialisées qui ont cette mission d'encadrer les enfants généralement en situation de handicap. Par contre, les écoles ordinaires, ce sont les écoles que nous connaissons de tous les jours, qui accueillent les enfants valides, oui, généralement valides. Ok. Voilà. Poursuivez. Alors, j'étais en train de dire que dans ces systèmes d'éducation inclusive, on ne demande pas à l'enfant de fournir des efforts pour s'adapter, mais au contraire, c'est l'enseignement, c'est l'école qui est préparée, ce sont les enseignants qui sont préparés à s'adapter aux conditions des enfants. Et là, je pense par exemple à la formation des enseignants pour les préparer. Il y a une série de modules de formation dont bénéficient les enseignants et qui leur donnent des capacités, des aptitudes à pouvoir prendre en charge dans leur classe les enfants en situation d'handicap. Alors, je reviendrai encore à vous. Je vais prendre Monsieur Martin Loussa Mbila. On parle de l'éducation inclusive. Vous êtes une personne vivant avec handicap. Est-ce que vous avez eu... quelle a été votre expérience par rapport à l'éducation? Vous étiez dans une école spécialisée ou c'était dans une école normale, une école ordinaire, comme l'a dit tout à l'heure Pascaline Koula? Oui, en fait, à l'école primaire, j'étais dans une école normale. Et à un moment, je fais quelques années dans une école spécialisée au centre pour handicapés de Livoulou. Et après le centre pour handicapés de Livoulou, je suis allé aux études supérieures où j'étais avec tout le monde à l'Institut supérieur de statistiques de Kinshasa. Donc ça, c'était votre expérience. Monsieur Alain Kinkela, vous êtes coordinateur opérationnel, donc ça suppose que les projets dit aussi, vous maîtrisez quelque chose là-dessus. Avez-vous un mot à ajouter par rapport à ce qu'a dit Pascaline Koula tout à l'heure? Oui, tout à fait. Juste pour ajouter à ce que Madame Pascaline vient de dire, l'éducation inclusive n'est qu'une stratégie qui nous permet d'atteindre l'éducation pour tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout le pays sont en train de regarder 2015 parce qu'en 2015, nous avions dit que nous allons favoriser ou mettre en place l'éducation primaire universelle. Bien sûr. Et nous ne pouvons atteindre les objectifs de l'éducation pour tous que si nous donnons la chance à toutes les catégories d'enfants d'accéder à l'école, à l'éducation. Donc, l'éducation inclusive vient donner la chance aux enfants en situation de handicap d'aller à l'école comme les autres enfants. Pourquoi nous disons que c'est très important pour notre pays? Parce que vous allez comprendre que Madame Pascaline parlait de l'école spécialisée. Effectivement, notre système éducatif est organisé soit en système spécialisé, école spécialisée, et en école normale. C'est comme ça qu'on appelle. Mais ces écoles spécialisées, vous ne les avez que dans les grandes villes et les grands centres, à Kinshasa par exemple. Mais si vous allez en dehors de Kinshasa, dans les villages, vous n'avez pas d'école spécialisée. Ce qui signifie que les enfants en situation de handicap se trouvant dans ces milieux-là n'iront jamais à l'école. À leur propre sort. Ils sont abandonnés à leur propre sort. Donc, pour nous permettre d'atteindre les objectifs du millénaire et l'éducation pour tous, il faut adopter d'autres stratégies. Et parmi ces stratégies, il y a justement l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faudrait que les parents aussi puissent accepter à ces enfants-là à l'école. Généralement, les enfants vivant avec handicap sont ces enfants-là qui sont mis à l'écart, qui peut-être restent à la maison. Quelle est la part des responsabilités par rapport aux parents aujourd'hui? Exactement, madame. L'éducation inclusive est une stratégie. Si nous disons stratégie, c'est qu'elle implique différents partenaires et différentes composantes. Les parents ont un très grand rôle à jouer parce que les parents aujourd'hui considèrent le handicap comme de la malchance ou la sorcellerie. La première étape de la démarche, c'est de sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent que ces enfants-là ont droit à l'éducation comme les autres enfants
et qu'ils peuvent apprendre comme les autres enfants et ensemble avec les autres enfants. Si nous voulons que les enfants aillent à l'école, le premier niveau de travail se trouve au niveau des parents. Il faut commencer par sensibiliser le parent de l'enfant pour qu'il comprenne que cet enfant a droit à l'éducation et qu'il peut aller et que lui est le responsable de l'éducation de cet enfant. Alors justement, pour démontrer la responsabilité des parents, Handicap International, vous avez produit une série qui est intitulée Chemin du succès. Nous allons prendre un extrait de cette série et puis on va revenir juste après pour le débat. Merci. C'est ici que l'histoire débute, à l'hôpital pour une naissance. La petite Laura est un beau bébé. Elle peut déjà sentir tout l'amour de sa grand-mère et de sa mère. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Mais le médecin arrive. Il a l'air sérieux. Écoutons. Petit, comme elle est mignonne. Vous êtes prêt à partir? Ah oui, docteur. Cette petite a l'air d'être sage. Hein? Je dirais qu'elle comprend tout ce qu'on dit. Oui, docteur. Elle est très sage. Et surtout, elle ne pleure pas trop, hein. Je crois qu'on aura un bébé facile. Laura, Ngimba, ça va, docteur? s'il vous plaît. Je vais vous dire, il a eu des complications à la naissance. L'accouchement s'est fait par des sièges. C'était très difficile pour vous et pour le bébé. J'ai peur qu'il puisse avoir des difficultés avec ce genre. Il faut suivre ça de très près. Docteur, vous êtes bien certain? Oui. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Il faut tout lui dire, il comprendra. Mais comment lui dire ça, docteur? Il faut lui dire. Courage, Ngema, courage. Laura? Ça va, maman, ça va. Alors, Pascaline Koula, plutôt, on vous annonce une telle nouvelle. Vous êtes femme. Quelle sensation d'abord? C'est traumatisant pour une maman Oui. qui est très contente d'avoir son premier bébé et d'apprendre que cet enfant a des problèmes qui s'annoncent. Oui. Oui, c'est dur, mais je pense que c'est un problème à prendre et avec sportivité et peut-être voir dans quelle mesure alléger la gravité parce qu'on est informé et il faut prendre des précautions pour que les problèmes ne s'aggravent pas. Généralement, la femme a une grande responsabilité sur cette question parce que c'est elle qui reste avec l'enfant, c'est elle qui donne l'éducation à l'enfant, l'éducation des bases, et elle a une grande influence sur cet aspect des choses. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une particularité dans votre manière de sensibiliser les femmes? Oui, nous savons que la femme joue un grand rôle dans l'éducation de l'enfant. Et si la femme comprend que cet enfant en situation de handicap est un enfant comme tout autre, la vie et la situation de cet enfant pourraient changer. Voilà pourquoi un accent particulier est mis sur la maman effectivement de l'enfant, pour faire comprendre à la maman que le handicap, ce n'est pas de la sorcellerie, mais ce n'est pas non plus de la malédiction. Donc d'abord, la femme doit comprendre ce que c'est que le handicap, comment il peut survenir. Et ensuite, la femme pourra, après avoir digéré, après avoir compris ce que c'est que le handicap, prendre une étape supplémentaire pour donner à cet enfant l'amour dont il a besoin, ses droits dont il doit bénéficier et donner la vie à l'enfant. Alors, Monsieur Martin Lusambila, vous avez peut-être un témoignage particulier
dans la manière dont vous avez été accueillis dans votre famille? Est-ce que c'était aussi facile? Il y avait bien sûr des problèmes de discrimination dans l'environnement, mais dans la famille proprement dite, comment est-ce que votre mère a pu surmonter ou vivre avec vous? Oui, en fait, moi, je suis parmi les personnes en situation de handicap qui se sentent heureuses, puisqu'en fait, depuis l'enfance, ma famille m'a considéré comme un enfant normal. C'est-à-dire que mon père et ma mère ont travaillé pour que moi-même, je devienne conscient que je suis l'aîné de la famille et que j'avais un grand rôle à jouer dans cette famille-là. Donc, peut-être la discrimination commençait à se sentir un peu auprès de voisins ou d'autres familles. À l'extérieur, oui. Ou à l'extérieur, mais dans la famille, c'est vraiment une famille exceptionnelle où j'ai eu l'éducation, que ce soit spirituelle, que ce soit morale, intellectuelle et toute la formation possible pour que aujourd'hui je sois une personne indépendante. Aujourd'hui, vous êtes une personne indépendante parce que vous avez étudié. C'est pourquoi nous sensibilisons davantage pour que les personnes vivant avec handicap aient accès à l'éducation. C'est bien, c'est une étape, c'est la prévention. Vous travaillez sur la prévention, vous travaillez sur la réadaptation, l'insertion. J'aimerais quand même revenir sur la prévention. La question de la prévention est très importante. Il y a les causes qu'il faudrait bien sûr arrêter, qu'il faudrait stopper, pour qu'il n'y ait pas cette croissance du taux des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, quelles sont ces causes sur lesquelles vous militez réellement pour que dans les jours à venir, on ait une certaine réduction des personnes vivant avec handicap? Évidemment, pour devenir personne en situation de handicap, il y a plusieurs causes. Ça peut être un accident de route, ça peut être voilà, un conflit de guerre. Oui, ça c'est tout à fait naturel. Ça c'est tout à fait, voilà. Par contre, nous, Handicap International, actuellement, à Kinshasa, notre prévention pour justement diminuer la survenue du handicap porte sur ce que nous appelons la santé maternelle et infantile. Et dans ce projet, nous sensibilisons les parents, surtout les jeunes ou les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer, pour leur faire prendre conscience plutôt de signes de danger qui peuvent amener à la survenue du handicap. Bien sûr, ce plateau vous sert de tribune pour sensibiliser sur la santé maternelle. Quels sont ces signes qui peuvent mettre un enfant en danger pendant qu'il est encore dans le sein de sa mère? Effectivement, lorsque une femme est enceinte et qu'elle fait de l'automédication sans pouvoir consulter un médecin, elle oublie que cette automédication peut amener son enfant à avoir une déficience à la naissance. Un autre signe de danger, c'est ce qu'une femme enceinte peut connaître lorsqu'elle est enceinte. Ça peut être une petite fièvre ou un saignement qu'elle va constater pendant la grossesse et qu'elle va banaliser. Elle va ignorer que ce saignement peut être l'objet d'une infection qui, par la suite, si elle n'est pas prise en charge, si elle n'est pas soignée, peut déboucher sur une déficience et qui, par la suite, pourrait devenir un handicap. Voilà. Donc, ça, le projet Santé maternelle infantile sensibilise les femmes jusqu'à leur montrer que les consultations prénatales, consulter un médecin avant, pendant, après la grossesse, c'est très important. Ensuite, lorsque les enfants naissent, nous travaillons avec les maternités pour que les infirmières accoucheuses soient capables de détecter précocement les handicaps, ou la déficience plutôt, lorsque un enfant naît. Donc, il y a tout un renforcement des capacités que nous faisons avec elles pour qu'à la naissance, chaque enfant soit consulté de façon minutieuse et que les éléments du handicap soient pris en compte dans cette consultation. Mais généralement, ces genres de projets sont très visibles, que peut-être dans les villes. Que dire des milieux ruraux? Avez-vous instauré déjà ce système de sensibilisation? Évidemment, pour le moment, notre action
en matière de santé maternelle et infantile, malheureusement, ça s'arrête à Kinshasa. C'est un projet qui a commencé en 2008 et si vous voyez bien, nous sommes encore en train de mettre tout notre effort pour que les principes soient pris en compte à Kinshasa avant de pouvoir l'étendre dans une autre province ou dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. Alors, la santé maternelle, c'est un aspect. Continue avec un autre aspect qui serait l'une des causes de ce phénomène des personnes vivant avec handicap. Alors, un autre aspect peut être qu'un enfant naît et à la naissance, il y a une mauvaise manipulation par la... C'est aussi fréquent. C'est aussi fréquent, oui. Donc, si l'accoucheuse fait une mauvaise manipulation lors de l'accouchement, l'enfant peut attraper ou avoir ce que nous appelons les plexus brachial. Donc, ça peut aussi devenir une cause de la déficience. Et donc, vous voyez bien, je parle de la déficience, pas du handicap, parce que le handicap, c'est après, c'est une autre situation. Donc, cet enfant qui naît, si nous n'arrivons pas à prévenir le handicap et qu'il est survenu, c'est que nous faisons ce que nous le prenons en charge. En ce moment-là, on est obligé de faire de la prise en charge adaptée à la situation de la déficience de l'enfant. Et là, nous renforçons une fois de plus les capacités de centres de santé et des zones de santé pour la détection précoce et pour la prise en charge du handicap. Pourquoi précoce? Parce que simplement, il y a certaines déficiences qui peuvent être corrigées, mais si et seulement si elles sont prises en charge de façon précoce. Quand un enfant naît avec le pied beau, et très rapidement, si on fait une intervention sur cela, on peut corriger et donner une mobilité assez normale à l'enfant. Mais généralement, il y a un problème des moyens aussi. Hein. Les familles sont butées à un problème d'argent. Quand ils vont se faire opérer, ça coûte cher. Je sais de quoi je parle. J'ai eu aussi un cas avec un enfant où il fallait corriger. Et ça ne coûte pas, hein, ça coûte quand même assez cher pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens. Est-ce que Handicap International intervient? Alors, madame, la question des moyens, c'est vraiment une question de revenus. Nous sommes tout à fait conscients que la majorité de la population auprès de laquelle nous intervenons, qui sont généralement des populations de quartiers périphériques de la ville, ont un niveau de revenus assez modeste. Et les problèmes de la prise en charge se posent. Handicap, effectivement, je ne veux pas la dire qu'Handicap prend en charge tous les cas des enfants détectés, ce qui serait faux, mais dans la mesure du possible, Handicap met en place des stratégies pour permettre la prise en charge des enfants. Alors, ces stratégies peuvent être un référencement de l'enfant vers une structure qui, elle, va prendre en charge. Ça peut aussi être mettre l'enfant ou les parents de l'enfant en lien avec une personne ou une organisation qui est spécialisée dans cette prise en charge. Je vous donne les cas simples. Vous connaissez ce qu'on appelle peut-être Opération Smile. C'est pour les interventions sur le bec des lièvres. Et là, il y a un organisme qui fait ces interventions. Quand Handicap International fait une identification d'un enfant qui a cette déficience, Handicap fait un effort pour faire un lien entre... Donc c'est une collaboration. Une collaboration. Un partenariat pour mieux dire. Exactement. Quand Handicap ne peut pas prendre en charge, il fait un effort établi de lien avec ceux qui peuvent le faire. Avec les structures appropriées. Madame, nous revenons sur le projet EDI. Le projet EDI, j'ai quand même une petite préoccupation par rapport à ce projet, parce que c'est l'éducation inclusive, où il faut envoyer les enfants dans les écoles ordinaires, bien sûr. Mais ces enfants-là qui vont dans les écoles ordinaires rencontrent une certaine discrimination par rapport à leurs collègues des classes, ou peut-être pas encore. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein des écoles, il y a des enseignants, il y a un certain nombre de travailleurs. Est-ce que vous avez pris des précautions au niveau des écoles pour que ces enfants-là ne soient pas en état de discrimination? Effectivement, parmi les volets importants
du projet, il y a la sensibilisation au niveau des écoles, c'est-à-dire des enseignants qui doivent prendre en charge pédagogiquement ces enfants dans les salles de classe, la sensibilisation des élèves, hein, leurs condisciples, qui doivent les accepter, c'est-à-dire qu'éviter la discrimination, mais aussi, ça s'étend même jusqu'au niveau de la communauté d'où viennent les enfants. Parce que si l'enfant vit dans un quartier où il se sent discriminé, ça réduit son intérêt à sortir de chez lui et aller à l'école. Donc nous essayons de tenir compte de tous ces aspects-là et nous accordons une importance capitale à cet aspect-là, la sensibilisation de la communauté, la sensibilisation au niveau des quartiers, la sensibilisation au niveau des écoles, c'est-à-dire les enfants et les enseignants, et voilà. Il y a quand même des parents qui ont perdu de l'espoir, hein. Ils se disent en tout cas il n'y a plus rien à faire. Que dites-vous à ces parents-là? Alors à ces parents nous disons il n'y a pas de raison de perdre espoir. Les enfants en situation de handicap sont des enfants comme tous les autres enfants. Donnons-leur la chance. Alors aujourd'hui, il est vrai que si vous allez dans beaucoup d'écoles à Kinshasa où les enseignants ne sont pas formés à la prise en charge éducative d'un enfant dans une classe inclusive, vous allez avoir de la résistance. Déjà au niveau des inscriptions, vous trouverez les directeurs qui vont vous dire non, 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 votre enfant, pas ici. Mais nous disons... Peut-être parce qu'il va solliciter un peu plus d'attention que les autres. Sur cette question-là, est-ce que, puisque ces enfants-là, il faudrait peut-être avoir beaucoup d'attention envers eux, avoir une autre méthode, les frais scolaires, je ne sais pas, ça serait normal ou il y aurait un petit ajout, je ne sais pas. Quelles sont les précautions? Parce qu'il faut que les gens qui nous suivent, qui se retrouvent dans cette situation-là, aient quand même une idée claire et qu'ils soient rassurés que ces enfants-là peuvent aujourd'hui étudier normalement. Oui, madame, la question de l'enfant en situation de handicap, il faut la prendre comme la question de tout enfant. On est tous conscients que le travail avec ces enfants demandera un plus, un effort supplémentaire au niveau des enseignants. Mais vous savez que la fonction enseignante est en elle-même une vocation. Donc, quand quelqu'un accepte de faire de l'enseignement, c'est une vocation. Et là, tout en étant conscient, cela ne veut pas dire qu'on va donner à un enseignant une classe impossible à gérer. C'est là où on en arrive au principe de l'éducation inclusive. La norme est que nous ne pouvons pas avoir plus de 3 enfants dans une classe pour que l'enseignant soit capable de gérer cette classe. Le deuxième aspect est que l'enseignant doit être formé et l'enfant doit être considéré selon ses besoins et pas selon les besoins de l'école. Ce qui signifie que si cet enfant exige ou demande un effort supplémentaire, en principe, dans le système éducatif qui doit s'adapter aux besoins de l'enfant, on devait trouver un enseignant qu'on appelle un enseignant de soutien, qui doit aider l'enseignant normal de l'enfant pendant les heures creuses pour permettre à l'enfant de mieux apprendre. C'est vraiment un mécanisme qu'il faudrait mettre en place. C'est tout un mécanisme. Nous parlons d'une stratégie, madame. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du néant. C'est toute une stratégie, c'est un mécanisme. Alors là, c'est le deuxième reportage qui va intervenir. C'était pendant le mois de juin, c'était le 16 juin où il y avait la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Il y a eu plusieurs commémorations. Il y a eu même des enfants qui sont partis rencontrer le ministre des tutelles, des affaires sociales, des enfants vivant avec handicap pour trouver gain des causes par rapport à leur situation. Mais là, nous allons prendre ceux-là qui ont partagé leur temps avec la ministre du genre pendant la Journée internationale de l'enfant africain. On se retrouve juste après. Marginalisés, discriminés au sein de la communauté pour la plupart, les enfants vivant avec handicap ainsi que les valides ont été à l'honneur. C'était à l'issue de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Pour l'année 2012, c'est sous les signes de la protection, du respect, de la promotion et des devoirs des enfants vivant avec handicap
que le temps a été donné. Les enfants vivant avec handicap relèvent le fait qu'ils appartiennent à la catégorie des enfants qui sont les plus exposés à la discrimination, à la marginalisation et même à l'exclusion sociale, scolaire, professionnelle. Et ils sont considérés comme étant la malédiction pour les familles. Et moi, je leur dis tout de suite non, parce que cet état d'esprit est contraire aux prescrits des instruments juridiques, que ce soit sur le plan international, sur le plan régional, que sur le plan national. Les rendez-vous du jardin botanique de Kinshasa poussaient les concernés à émettre leurs considérations sur les gestes posés. Il y a vraiment des autres enfants qui ne savent pas marcher, qui n'ont rien, il n'y a pas la possibilité. Maman Olive les a offert des histoires, de bonnes histoires. C'est ce que moi j'ai trouvé, que j'ai vraiment apprécié pour les handicapés. On les a vraiment aidés, on les a donné un don magnifique. Je remercie la maman parce que de nous avoir réunis ici pour fêter la fête des Journées de l'enfant africaine. Vraiment, je la remercie. À noter que cette journée a été décrétée par l'Union africaine. Alors, Pascaline, un commentaire de votre part sur ce que nous venons de suivre. Oui, après avoir suivi cet extrait, je me dis que la marche est encore longue parce que je réalise qu'il y a des préoccupations. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que la ministre du Genre elle-même est intéressée. Et je me dis qu'avec la participation de tous ceux qui ont manifesté de l'intérêt ces jours-là, je me dis peut-être que ça pourra donner des ouvertures pour la signature de la Convention pour la protection des personnes vivant avec handicap. Juste en passant, une petite question que je pose à M. Alain. Quels sont les rapports que vous avez avec les institutions publiques de la RDC? Handicap International est une organisation non gouvernementale et ne travaille dans un pays qu'avec l'accord du pays. Donc, dans ce que nous le faisons d'abord selon le plan du pays. Donc, notre intervention s'intègre dans les politiques nationales en matière de santé, en matière d'éducation. Et puis ensuite, les ministères des tutelles sont justement, dans certains cas, nos partenaires directs avec lesquels nous travaillons, dans d'autres, impliqués entièrement dans l'action que nous menons. Donc c'est assez positif, quoi. C'est très positif. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement en ce qui concerne l'éducation avec les ministères de l'EPSP, avec les différentes divisions du ministère de l'EPSP qui, de plus en plus, intègrent la thématique de l'éducation inclusive dans leur travail. Parce qu'il faut aussi que nous disions, cette thématique est toute nouvelle en RDC et nous sommes en train de faire un effort, de cheminer avec les ministères pour que de plus en plus, ça s'intègre dans la politique ou dans les politiques nationales en matière d'éducation. Alors, pour son intégration, il faudrait sensibiliser davantage. Quel est l'outil que vous utilisez pour l'instant pour qu'il y ait intériorisation de cette politique que vous voulez instaurer dans l'éducation nationale? Alors, nous utilisons plusieurs outils, madame, mais pour le moment, en cette période spéciale de la rentrée scolaire, nous avons utilisé une série télévisée. Oui, dont nous avons eu l'extrait tout à l'heure. Voilà, nous avons eu l'extrait tout à l'heure. Cette série télévisée a été produite ici à Kinshasa pour justement faire comprendre aux parents, aux enseignants, aux gouvernants qu'il est possible de faire de l'éducation inclusive et que les enfants en situation de handicap peuvent étudier, doivent étudier ensemble avec les autres enfants pourvu que nous le prenions avec leurs besoins. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'il y a un numéro qui défile au bas de l'écran. Si vous avez suivi ces films et que vous avez peut-être des réactions par rapport à cette sensibilisation dont fait Handicap International à travers une série télévisée, vous pouvez envoyer un SMS à travers ce numéro qui défile au bas de l'écran. Et aussi par rapport à vos préoccupations, il y a des parents qui ont peut-être des enfants et qui ne savent pas par où commencer, comment faire. Vous avez des orientations, ils peuvent envoyer leurs préoccupations à travers
travers ce numéro qui défile au bas de l'écran. Je vais prendre Monsieur Martin. Monsieur Martin, vous avez quand même un témoignage assez particulier. Vous avez eu à faire des études supérieures et aujourd'hui vous êtes coordonnateur d'une ONG. Certainement que vous rencontrez des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant votre parcours avant que vous n'en arriviez là? Oui, en fait, il y a un grand travail à faire au sein de la société congolaise, puisqu'en fait, tout le monde sait que les handicaps est considéré comme une malchance, la sorcellerie ou autre chose. En fait, le regard de la communauté décourage plusieurs personnes en situation de handicap. Mais en dehors de ces regards aussi, je crois que nous devons faire attention à l'environnement, puisqu'en fait, les personnes en situation de handicap se sentent plus mal à l'aise, non pas à cause de leur infirmité, mais à cause des barrières qui sont dans notre environnement. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte, quand on construit des routes, tenir compte